dans les sables du désert, une vieille promesse ressurgit comme un mirage. Lorsqu'un étranger mystérieux retourne au village avec une enveloppe jaunie, des secrets enfouis comme des trésors remontent à la surface. Entre trahison, manque d'eau et un amour inattendu, des vies seront transformées sous le soleil implacable. Une histoire de rédemption, de courage et de promesses que même la mort ne peut effacer. Préparez-vous pour un voyage qui fera brûler votre cœur comme les dunes au crépuscule. Laissez votre like et commentez. Quelle promesse tiendriez-vous à tout prix? L'enveloppe jaunie, tachée de poussière rouge, gisait sur la table du saloon comme une sentence non encore prononcée. Elle portait le poids des plaines et l'odeur des longues distances parcourues, tandis que le barman observait, les yeux plissés, l'homme au chapeau usé qui la tenait entre ses doigts calleux. À l'horizon au-delà des fenêtres embuées, le soleil commençait sa descente impitoyable, peignant le ciel dans des tons de feu et de sang. Dans les terres arides de l'Ouest, la promesse était une monnaie aussi précieuse que l'or. Et les promesses, comme celles contenues dans l'enveloppe, pouvaient coûter plus que la vie d'un homme. L'étranger, un individu de taille moyenne avec des cicatrices visibles sur le visage bronzé, des yeux qui semblaient avoir vu plus d'hiver que son âge ne le suggérait, et une démarche qui dénonçait autant la prudence que la détermination, était arrivé 3 jours auparavant, monté sur un cheval pie aussi résilient que son maître. Il se déplaçait comme un loup solitaire qui, après de longues chasses, observe la meute de loin, sans se mêler, mais évaluant chaque mouvement, chaque faiblesse, chaque danger potentiel. Le village était comme tant d'autres éparpillés, le long de la frontière, une rue principale poussiéreuse, où le vent traînait des virevoltants entre des édifices de bois qui gémissaient au moindre souffle, comme s'ils racontaient de vieux secrets. Le saloon, l'auberge, le magasin général, l'écurie et la petite chapelle formaient la colonne vertébrale de cette communauté qui survivait entre l'espoir et l'oubli. La chaleur du soleil frappait impitoyablement le toit de planches, et l'odeur de foin sec et de fumier flottait dans l'air, mêlée à l'arôme âcre de la sueur et de la poussière soulevée par chaque pas, par chaque roue de charrette. L'étranger, réservé jusqu'à la moelle, portait 3 traits marquants. Une loyauté féroce envers des principes qu'il ne verbalisait jamais, une capacité extraordinaire à lire les intentions entre les lignes des gestes d'autrui, et une inquiétude constante qui le maintenait toujours en alerte, comme quelqu'un qui s'attend à ce que le passé se matérialise à tout moment. Son conflit interne n'était visible que pour les plus attentifs. Il portait le poids d'une promesse faite à quelqu'un qui ne marchait plus parmi les vivants, une dette d'honneur qui le consumait comme la soif consume un homme perdu dans le désert. Cette promesse, scellée par une poignée de main sur le lit de mort d'un ami, était son fardeau et sa seule boussole. Le 3e jour de son arrivée, l'apothicaire du village, un homme aux mains douces et aux yeux qui avaient vu trop de souffrance, lui offrit un flacon de teinture pour soulager la douleur d'une vieille blessure que l'étranger tentait de cacher, dissimulée sous sa manche retroussée. « Il semble que la terre ne soit pas la seule chose qui marque un homme par ici, » dit l'apothicaire, sa voix douce et attentive. L'étranger hésita un instant, habitué à refuser l'aide, à porter ses fardeaux seul. Mais il y avait quelque chose, dans les yeux de l'apothicaire, une quiétude, une compréhension silencieuse qui brisa ses défenses habituelles. Il accepta le flacon d'un bref hochement de tête. Ce fut le premier geste de véritable bonté qu'il avait reçu depuis des mois. Une petite oasis dans ce désert humain, leurs regards se croisèrent brièvement, suffisamment pour établir une connexion silencieuse, que tous deux, initialement, tentèrent d'ignorer, comme 2 voyageurs solitaires qui se rencontrent à un carrefour et ressentent une affinité inattendue. Parmi les habitants du village se distinguait une jeune institutrice nouvellement arrivée, déterminée à apporter la connaissance à cette terre oubliée, avec la force et la résilience d'une fleur sauvage poussant sur la roche la plus dure. Le vieux propriétaire du magasin général, dont la principale motivation était de maintenir vivante la mémoire de sa femme, en préservant le magasin qu'ils avaient construit ensemble, accroché au passé comme un cactus à la terre sèche, et le jeune aide-forgeron,
qui rêvait de gagner assez de respect pour courtiser un jour la fille du propriétaire de la banque, son désir brûlant avec l'intensité du fer dans la forge. Lorsque le soleil se coucha enfin ce troisième jour, la lumière dorée se transformant en un crépuscule de pourpre et de gris, l'étranger ouvrit l'enveloppe dans la chambre louée à l'auberge. Le contenu fit que son visage, normalement impassible, révéla un aperçu de quelque chose de profond, quelque chose qui allait au-delà de la simple surprise, peut-être de la peur, peut-être de la résolution, ou l'amer mélange des deux. Le papier fin et écrit à la main confirmait l'emplacement de la propriété et la nature de la promesse. La promesse du désert exigeait sa réalisation, et le désert, il le savait, ne faisait pas de concessions. La première révélation survint lorsque l'étranger découvrit que les terres mentionnées dans le document, celles qu'il avait promis de protéger, étaient sur le point d'être accaparées par des intérêts qui s'étendaient bien au-delà du village. Un ruisseau, unique sur des kilomètres, coulait souterrainement sous cette propriété, en faisant un trésor inestimable dans cette mer de poussière et de soleil. La nouvelle parvint à ses oreilles de manière fragmentée, des chuchotements dans le saloon, des regards furtifs échangés lorsqu'il passait. La terre, auparavant simple parcelle aride dans l'immensité, soudain suscita la convoitise d'une pépite d'or fraîchement découverte. Une tempête de sable, féroce comme seul le désert sait en produire, avec des vents qui hurlaient, comme des esprits affamés et du sable fin qui fouettait la peau, força l'étranger et l'apothicaire à chercher refuge dans la petite apothicairerie. Le monde extérieur devint une cécité orange et furieuse. À l'intérieur, entre des flacons ambrés qui reflétaient le peu de lumière qui entrait et le hurlement constant du vent qui semblait vouloir arracher le toit, ils partagèrent des histoires fragmentées de leurs vies antérieures. L'apothicaire, dont le nom était Arthur, révéla avoir perdu quelqu'un de cher, sa femme, à cause de la fièvre, raison pour laquelle il consacrait sa vie à guérir les autres, guérisseur qui n'avait pu guérir sa propre douleur. L'étranger, qui s'était présenté simplement comme Jean, se contenta d'écouter, sa quiétude invitant aux confidences. Lorsqu'Arthur toussa, la gorge sèche à cause de la poussière qui, d'une manière ou d'une autre, pénétrait même à l'intérieur le plus protégé, Jean sortit de sa poche un simple mouchoir brodé. Il était en coton doux, avec une broderie délicate dans un coin. « Pas comme un cadeau, dit-il, la voix basse et rauque à cause du sable, mais comme quelque chose à tenir pendant que la tempête passe. » C'était un mouchoir qui avait appartenu à quelqu'un d'important dans son passé, un lien fragile avec une vie différente. Le geste, apparemment trivial, portait un poids de confiance qui ne passa pas inaperçu pour Arthur, une reconnaissance muette de la douleur et de la solitude, partagée. La tempête dehors était le reflet du chaos qui commençait à s'installer dans leur vie, et ce petit morceau de tissu était une encre fragile. Quelques jours plus tard, lorsque Jean trouva sa charrette avec une roue cassée à des kilomètres, du village, sous le soleil de midi qui semblait faire fondre la pierre elle-même, ce fut Arthur qui apparut, comme s'il pressentait ce qui s'était passé, apportant de l'eau fraîche dans une gourde en cuir et des outils pour la réparation. Je pensais qu'un homme qui porte un mouchoir brodé aurait besoin d'aide pour des choses rudes, comme des roues cassées, dit Arthur avec un léger sourire, le premier sourire sincère que Jean avait vu chez lui. Sous le ciel vaste et implacable, ils travaillèrent côte à côte, le silence brisé seulement par le bruit des outils et le cri lointain d'un faucon. Leurs mains se touchèrent occasionnellement en se passant des outils, suivis de silence, chargés de significations non prononcées. Chaque contact une étincelle, chaque silence une invitation. Les obstacles se multipliaient comme des mauvaises herbes au printemps. Tout d'abord, le représentant d'une compagnie lointaine arriva au village, un homme trop poli pour cet endroit, avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux et une offre généreuse d'argent pour des informations sur les propriétés, avec de l'eau. Son nom était Silas Croft, et il exhalait la froideur calculatrice d'un serpent dans le désert. Jean sentit l'air se refroidir chaque fois que Silas s'approchait. Ensuite, de vieux documents de propriété apparurent, contestant la légitimité de la terre que Jean avait juré de protéger. Des documents qui semblaient avoir été conjurés de nulle part, commodément trouvés dans de vieilles archives du comté. Ou du moins, c'est ce qu'on disait.
Comme troisième barrière, Jean découvrit que le fils de l'homme à qui il avait fait la promesse, l'héritier légal de la propriété, avait disparu des mois auparavant, rendant impossible le transfert légal des terres. La promesse semblait se désintégrer entre ses mains. Au milieu de la tension croissante, un retournement de situation d'impact moyen se produisit lorsque Jean, explorant la vieille cabane délabrée sur la propriété, trouva, caché sous le plancher, poussiéreux, une carte détaillant non seulement le ruisseau souterrain dont il soupçonnait déjà l'existence, mais un réseau entier de cours d'eau qui serpentaient sous la surface aride, une veine vitale qui pourrait transformer toute la région, faisant fleurir le désert. La découverte augmenta exponentiellement la valeur de ces terres et, par conséquent, le danger auquel son gardien était confronté. La carte était fragile, dessinée à la main sur du papier épais, avec des annotations et des symboles que seul un regard attentif pouvait déchiffrer. Il la garda près de lui, sentant le poids de cette nouvelle responsabilité. Par une nuit de pleine lune, la lumière argentée baignant les plaines et rendant les ombres longues et fantomatiques, Jean et Arthur se trouvèrent au bord du Seul, puis visible de la propriété. C'était un point de calme au milieu de la tempête qui se formait. L'air était frais, portant l'odeur douce de la sauge et l'arôme terreux de l'eau. Là, avec seulement le ciel étoilé et vaste comme témoin, l'apothicaire confessa sa plus grande peur. « J'ai peur que, lorsque je trouverai enfin la paix, je ne saurai pas comment vivre avec. » C'était une vulnérabilité brute, l'admission, que la douleur était devenue partie de son identité. Jean écouta, son propre silence faisant écho à la confession d'Arthur. Dans un rare moment de vulnérabilité réciproque, il toucha le visage de l'autre avec des doigts hésitants, comme quelqu'un qui touche quelque chose de précieux et fragile, quelque chose qu'il, dans sa vie rude, n'avait pas osé toucher par peur de le briser. Arthur inclina la tête contre le contact, un doux soupir s'échappant de ses lèvres. La connexion entre eux, auparavant un murmure, devenait maintenant une mélodie silencieuse sous les étoiles. Lorsque le représentant de la compagnie, Silas Croft, offrit à Jean une somme d'argent qui pourrait lui garantir une vie confortable, loin de là, bien loin de la chaleur et du danger, survint le premier grand retournement de la trame principale, un moment de haute tension qui fit glacer le sang de Jean. Croft, souriant de ce sourire sans âme, se pencha et, à voix basse, révéla connaître le passé de Jean, y compris un incident sombre qu'il croyait enterré avec le temps. Une erreur, une fuite, quelque chose qui le hantait depuis des années. L'offre se transforma en menace voilée. Acceptez l'argent et disparaissez, étranger. Il y a des choses dans votre passé qui préféreraient rester dans le passé, n'est-ce pas? Ne rendez les choses plus difficiles pour personne. L'air devint lourd. L'odeur de poudre sembla envahir le saloon, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Jean sentit l'instinct de lutte ou de fuite. Le même instinct qui l'avait fait survivre pendant tant d'années, brûler dans ses veines. Il regarda dans les yeux froids de Croft et sut que la paix ne s'achèterait pas. Ce fut le premier moment de haute tension. Le village, initialement indifférent à l'étranger, commença à se diviser comme une fissure dans la terre sèche. Certains voyaient en lui l'espoir d'une prospérité future, la promesse de l'eau, signifiant culture et développement. D'autres le considéraient comme un obstacle à l'opportunité représentée par l'argent de la compagnie, préférant la sécurité immédiate de l'offre en argent à l'incertitude d'un avenir qu'ils ne verraient peut-être jamais. L'institutrice, Madame Albright, une femme aux convictions fortes et à la voix ferme, organisa une réunion à l'école, où elle défendit l'importance de l'eau pour l'avenir des enfants, afin que la prochaine génération ne vive pas à la merci de la sécheresse et de la poussière. Le vieux du magasin général, craignant les changements et attaché à la routine, se positionna contre l'étranger, mettant en garde contre les dangers de défier des gens puissants. Les conversations dans le saloon devinrent chuchotées, les alliances changeaient avec le vent. Au milieu du conflit croissant, Arthur offrit à Jean une petite sculpture taillée dans du bois de mesquite, un aigle aux ailes déployées, posé sur une base grossière. Le bois était sombre et dense, la sculpture simple mais chargée de soin. « Pour te rappeler qu'il y a toujours un chemin plus élevé », expliqua Arthur, ses mains tenant la pièce avant de la lui remettre, évitant le regard de Jean, comme si le cadeau était un morceau de sa propre âme livrée.
Jean reçut l'aigle, sentant la texture du bois sous ses doigts calleux. L'oiseau, pour lui, représentait la liberté qu'il avait toujours cherchée, mais que le destin ou ses propres choix lui avaient toujours refusé. Il garda le présent près de lui, sous sa chemise, la chaleur du bois se mêlant à la chaleur de son corps, sans mots pour exprimer ce que cela signifiait. La gratitude et l'affection croissante qu'il ressentait pour Arthur, qui semblait voir en lui quelque chose que même lui ne voyait pas. La situation dégénéra lorsque l'aide forgeron, un jeune homme nommé Billy, fut trouvé blessé près de la propriété, meurtri et effrayé, attaqué selon lui par des hommes qui cherchaient de la carte. Ses blessures n'étaient pas graves, mais le message était clair. Les intéressés par la terre n'hésiteraient pas à utiliser la violence. Jean savait que le temps s'épuisait. La quiétude qu'il appréciait tant lui était arrachée, et le désert, qui auparavant lui offrait l'anonymat, semblait maintenant se resserrer autour de lui. Le danger approchait. Le conflit atteignit son apogée lorsque, par une nuit d'aube au ciel violet, avant même que le soleil ne commence à teinter l'horizon de doré, des cavaliers encapuchonnés encerclèrent la propriété. Il n'y eut pas d'avertissement, juste la soudaine présence menaçante qui brisa la quiétude de la nuit. L'étranger, qui dormait dans l'écurie après des jours de surveillance épuisante, le corps endolori et l'esprit en alerte constante, fut réveillé par le hennissement agité des chevaux, un son de panique qui résonna dans l'obscurité. Avec seulement quelques secondes pour réagir, l'instinct de survie qui était sa seconde nature prit le contrôle. Il réussit à s'échapper par l'arrière de l'écurie, rampant sous la clôture, emportant avec lui seulement sa carabine, la carte, enroulée et attachée à son corps, et la petite sculpture d'aigle dans sa poche. Il se déplaça rapidement, glissant dans les ombres, le cœur battant fort dans sa poitrine, l'odeur de la terre mouillée par la rosée de l'aube mêlée à l'odeur âcre de fumée et de peur qui semblait émaner des envahisseurs. C'était le début de la chasse et il était la proie. Ce fut le deuxième moment de haute tension, le prélude au climax. La poursuite qui s'ensuivit transforma les plaines vastes et ouvertes en un échiquier mortel. L'étranger, connaisseur des secrets du désert acquis en des années de vie nomade, utilisait les formations rocheuses, les ravins secs et l'immensité elle-même pour déjouer ses poursuivants. Il se déplaçait comme un coyote acculé, rapide, astucieux, disparaissant et réapparaissant là où on l'attendait le moins. Pendant 3 jours, il ne se déplaça que la nuit, guidé par les étoiles, par l'instinct et par la mémoire du terrain, se nourrissant de maigres provisions et de la détermination féroce de ne pas faillir à la promesse. Le soleil frappait, durement pendant la journée, le sable brûlait, la gorge s'asséchait, mais l'image de l'aigle dans sa poche et le souvenir du regard d'Arthur le poussaient. Lorsqu'il réussit enfin à retourner au village, épuisé, couvert de poussière et la barbe non faite, il découvrit qu'Arthur avait été emmené. La nouvelle le frappa comme un coup physique, non pas par enlèvement, mais par accusation de complicité avec l'étranger en fuite, détenu par le shérif lui-même. La plus grande reviravolta survint lorsque Jean, cherchant l'aide du shérif local, un homme qu'il pensait représenter la loi et l'ordre, découvrit que celui-ci avait été soudoyé par le représentant de la compagnie, Silas Croft. L'insigne, sur la poitrine du shérif, brillait sous le soleil, mais il ne représentait que la corruption, un symbole de trahison qui rongeait les fondations de cet endroit. La peur et la colère bouillonnèrent en Jean. La ville entière semblait avoir été infectée par l'avidité. Ce fut l'institutrice, Madame Albright, une femme d'une force inattendue et d'un courage silencieux, qui offrit un refuge secret dans la petite école. Elle le trouva caché aux abords, affamé et désespéré, et le conduisit furtivement dans les rues désertes, à la faveur de la nuit. Là, entre les livres et les bancs de bois, pendant que Jean se remettait brièvement et planifiait son prochain mouvement, elle révéla quelque chose qui changeait tout. Le secret qui motivait la convoitise implacable de Croft et de ses hommes. Le ruisseau souterrain n'était pas seulement précieux pour son eau, mais parce que dans les pierres de son lit avaient été trouvées des traces d'un métal précieux, quelque chose que la compagnie prévoyait de miner, pas seulement d'utiliser, l'eau pour l'irrigation. C'était une reviravolta drastique qui élevait les enjeux à un niveau catastrophique.
Ce fut le troisième moment de haute tension. L'étranger était encerclé, son seul allié était emprisonné. La loi était corrompue, et il détenait le secret qui pouvait sauver ou condamner le village, sachant que sa prochaine action serait décisive et mortelle. Il était la dernière ligne de défense entre le désert et l'épanouissement, et ses ennemis le savaient. Avec cette nouvelle information, Jean comprit qu'il ne se battait pas seulement pour une promesse faite à un ami, mort pour un morceau de terre. Il se battait pour l'avenir de tout le village, pour la vie des gens qui y habitaient, pour l'espoir que l'institutrice tentait de planter dans les jeunes esprits. Si la compagnie obtenait le contrôle des terres, l'eau serait détournée pour l'exploitation minière, condamnant la région à la soif et à l'abandon, transformant le désert en une tombe. Il n'était plus un loup solitaire se battant seulement pour lui-même ou pour une mémoire. Il était devenu, sans s'en rendre compte, le gardien de cette petite communauté. La métaphore de l'aigle qu'Arthur lui avait donnée prenait un nouveau sens. Il devait s'élever, voir la situation de haut, trouver un chemin plus élevé que la simple fuite ou la riposte aveugle. Pendant qu'il se cachait à l'école, Jean et Madame Albright discutèrent des options. Le shérif détenait Arthur dans la minuscule cellule de la ville. Croft et ses hommes, maintenant sans déguisement, rôdaient dans le village, imposant leur présence. La plupart des habitants, intimidés ou achetés, évitaient tout contact. L'institutrice, cependant, avait un réseau discret de sympathisants. Le jeune Billy, reconnaissant envers Jean pour l'avoir défendu, quelques fermiers qui dépendèrent de l'espoir de cette eau, et le vieux magasinier lui-même, qui, bien que craintif, ne supportait pas l'idée de voir la ville qu'il et sa femme avaient aidé à construire se désintégrer. Jean savait qu'il avait besoin d'aide pour libérer Arthur et affronter Croft. Billy, bien que jeune, connaissait les coins et recoins de la ville et accepta d'être messager. Madame Albright utilisa son influence subtile pour rassembler les quelques personnes disposées à se battre, sous le prétexte d'une réunion sur l'avenir de l'école. Jean expliqua le plan. Une diversion dans la rue principale pendant qu'un petit groupe libérait Arthur et se préparait pour une dernière résistance sur la propriété. La stratégie était risquée. Elle dépendait d'une coordination parfaite et du courage d'hommes et de femmes ordinaires. La nuit choisie pour l'action arriva, froide et claire, la pleine lune témoignant de la tension palpable. Jean, caché, dans l'ombre près du poste de police, sentait le poids de la carabine dans ses mains et l'aigle dans sa poche. Il vit Arthur dans la cellule, le visage fatigué, mais les yeux encore brillants de détermination lorsque leurs regards se croisèrent un bref instant. Ce regard fut le carburant dont Jean avait besoin. Arthur, même emprisonné, représentait tout ce pourquoi Jean se battait. La bonté, l'espoir, la possibilité d'un futur qu'il pensait ne jamais avoir. Le signal arriva. Un cri venant de l'autre côté de la place, suivi d'une agitation planifiée par les quelques partisans. Le shérif et quelques hommes coururent enquêter. Jean et Billy agirent rapidement. Ils forcèrent la porte arrière du poste de police. Arthur était prêt. Il avait utilisé un morceau de métal aiguisé trouvé dans la cellule pour tenter d'ouvrir les menottes, ses mains habiles d'apothicaire adaptées à une nouvelle urgence. L'apothicaire n'était pas un combattant, mais son courage était inébranlable. Ils coururent dehors, rejoignant le petit groupe réuni en lisière de ville. Madame Albright avec un vieux fusil de chasse, quelques fermiers armés de ce qu'ils avaient, et le vieux magasinier, tremblant, mais présent. Ensemble, ils se dirigèrent vers la propriété, la carte de Jean servant de guide par des chemins moins surveillés. L'odeur de la terre sèche et de la peur flottait dans l'air. Silas Croft, alerté de l'évasion, rassembla ses hommes et suivit le groupe. Il ne pouvait permettre que la carte et, plus important, l'espoir qu'elle représentait, tombent entre les mains de ces gens. La chasse finale était en cours. Le climax approchait, une confluence de conflits et de promesses sous le ciel étoilé du désert. Jean sentit l'adrénaline et la peur, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. Il avait foi en ces quelques-uns qui avaient décidé de se battre. Il avait la lumière du regard d'Arthur et l'espoir que Madame Albright avait planté. Ce fut le moment crucial qui allait tout tester. La résistance finale eut lieu sur la propriété.
près de l'entrée du ravin où le ruisseau souterrain commençait à affleurer. Jean et ses quelques alliés se retranchèrent derrière des rochers et les restes de la vieille cabane. L'odeur de la sauge sauvage était maintenant mêlée à l'odeur métallique de la tension et à l'arôme de la poudre suspendue dans l'air. Croft et ses hommes arrivèrent, confiants dans leur supériorité numérique et leur armement. La fusillade commença sous la lumière faible de la lune. Chaque coup de feu résonnait dans le silence de la nuit. Jean se déplaça avec la précision froide de celui qui connaît la mort de près, utilisant la couverture naturelle et l'obscurité à son avantage. Il ne tirait pas pour tuer indistinctement, mais pour désarmer et disperser. Arthur, caché derrière un rocher, aidait comme il pouvait, soignant les blessés des deux côtés, son humanité inébranlable même au milieu du chaos. Madame Albright démontra une visée surprenante, abattant l'un des chevaux des attaquants. Billy, agile comme un chat, flanquait les attaquants, créant des diversions. Silas Croft, réalisant que la résistance était plus forte qu'il ne l'attendait, concentra son attaque sur Jean. Il savait que l'étranger était le cœur de cette rébellion. Au milieu du combat, Croft réussit à flanquer Jean, la carabine pointée. Arthur vit la scène et, sans hésiter, se jeta devant Jean, le poussant hors de la ligne de tir. Un coup de feu retentit. Arthur tomba, touché à l'épaule. La vision d'Arthur tombant fit quelque chose exploser à l'intérieur de Jean. La prudence disparut, remplacée par une fureur froide. Il se leva, la carabine maintenant, un prolongement de sa propre volonté, et affronta Croft. L'affrontement fut rapide et brutal. Jean, blessé au bras, se battit avec une intensité désespérée. Il ne se défendait pas seulement. Il vengeait la blessure d'Arthur, protégeant la promesse, défendant l'espoir. Il désarma Croft d'un coup rapide et le représentant de ses. La compagnie recula, réalisant qu'il avait sous-estimé l'étranger. Avec leur chef vaincu et certains de ses hommes blessés ou en fuite, le reste des sbires de Croft se dispersa dans l'obscurité. Le plan de la compagnie s'effondrant sous la résistance inattendue. Le shérif corrompu, voyant la marée tourner et craignant les conséquences, s'enfuit de la ville sous le manteau de la nuit. Le silence revint, brisé seulement par les gémissements des blessés et la respiration haletante de ceux qui avaient survécu. Jean courut aux côtés d'Arthur, le cœur serré par la vue du sang. « Arthur !» La voix étranglée par l'émotion. Arthur était pâle mais conscient. « Tu es bien, murmura-t-il, un léger sourire aux lèvres. « L'aigle, elle a volé haut, dit-il, tenant la main de Jean. Jean sentit la chaleur du sang d'Arthur dans ses mains, la peur et le soulagement se mêlant. Il soigna la blessure du mieux qu'il put avec les fournitures qu'Arthur avait apportées. Madame Albright, aidant avec fermeté. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel avec les mêmes tons de feu et de sang que le jour de l'arrivée de Jean, mais maintenant la lumière semblait différente, promettant un nouveau départ. Dans les jours qui suivirent l'affrontement, la tension céda la place à une fatigue prudente et, graduellement, à un espoir renouvelé. Arthur se remettait lentement à l'apothicairerie, avec Jean à ses côtés la plupart du temps. Cet acte de sacrifice avait scellé le lien entre eux d'une manière que les mots ne pouvaient exprimer. Un lien forgé dans le danger et la vulnérabilité, partagé. Jean prenait soin d'Arthur avec une tendresse que peu auraient pu imaginer chez cet homme silencieux et endurci par le désert. Arthur, à son tour, voyait en Jean non seulement le combattant, mais l'âme protectrice et loyale sous la carapace dure. Avec Croft et le shérif hors jeu, le village commença à se réorganiser. La carte trouvée par Jean, montrant le vaste réseau d'eau souterraine, devint le symbole du potentiel futur de la région. Madame Albright mena les efforts pour contacter les autorités du comté, qui n'étaient pas corrompues, présentant les preuves des plans de la compagnie et de la tentative de fraude et de violence. Le vieux magasinier, inspiré par le courage des autres, devint un fervent défenseur de l'utilisation de l'eau pour la communauté. Billy, l'aide forgeron, gagna le respect qu'il désirait tant, son acte de bravoure la nuit de l'affrontement prouvant sa valeur. Un retournement positif d'impact moyen survint lorsqu'une lettre arriva, des mois plus tard, apportant des nouvelles, sur le fils de l'homme à qui Jean avait fait la promesse. Il était vivant, dans un état voisin, se remettant d'une longue maladie et avec la mémoire affectée.
Les nouvelles permirent que les arrangements légaux pour la propriété soient, enfin faits, remplissant la promesse dans sa totalité. Le désert semblait enfin céder un peu de sa dureté. La résolution finale de la trame principale, qui apporta un soulagement, vint avec l'arrivée de représentants du gouvernement fédéral, alertés de l'existence de l'eau et de la tentative de la compagnie de la monopoliser. La zone fut déclarée d'intérêt public et des plans furent initiés pour un système d'irrigation qui bénéficierait à toute la région, pas seulement à une seule entité avide. L'eau, auparavant un mirage sous la terre, devenait une réalité, palpable, un phare de lumière dans le désert. La foi que certains maintenaient dans la rédemption de cette terre se révéla justifiée. Le coup cependant était clair. Jean avait été blessé, Arthur se remettait encore, et la paix était, venue après la violence et la peur. La vie dans le désert ne serait jamais facile, mais maintenant il y avait de l'espoir. L'odeur de poudre céda la place à l'odeur de terre mouillée, et le bruit des tirs fut remplacé par le son de l'eau qui coule. Alors qu'Arthur guérissait et que le village commençait à planifier son avenir arrosé, la relation entre lui et Jean fleurissait dans la quiétude de l'apothicaire-rie. Ils conversaient pendant des heures, partageant non seulement des histoires, mais des peurs et des rêves. Jean, l'homme qui fuyait le passé, trouva en Arthur un présent dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Arthur, l'homme qui craignait la paix, trouva en Jean la sécurité pour l'embrasser. Ils étaient comme deux plantes du désert, chacune résistante et solitaire, mais qui ensemble trouvent la capacité de fleurir, leurs racines entrelacées sous la surface. La vulnérabilité qu'ils s'étaient montrée l'un à l'autre au puits était maintenant la base d'une confiance profonde. Un matin, alors, que le soleil se levait et que l'air était encore frais, Jean était assis à côté du lit d'Arthur. L'aigle de bois était sur la table de chevet. « Tu m'as sauvé, dit Jean, sa voix rauque d'émotion. Arthur sourit faiblement. « Nous nous sommes sauvés, Jean. Tu m'as apporté l'espoir que la paix est possible. Et moi? Eh bien, je crois que je t'ai juste montré que cela vaut la peine de se battre pour elle, et pour ceux à qui tu tiens. » Ils échangèrent un long regard, chargé de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. La promesse que Jean avait faite à un ami mort l'avait mené jusqu'ici. Mais la promesse non verbalisée qui naissait entre lui et Arthur, une promesse d'avenir et de compagnie, était ce qui le ferait rester. L'apothicaire se remit complètement. Jean, l'étranger qui était venu accomplir une promesse du passé, trouva sa place dans ce village. Il n'était plus un loup solitaire errant dans les plaines. Il avait trouvé sa meute, ou du moins un compagnon loyal et aimé. La carte de l'eau fut remise aux autorités et devint le projet d'un avenir prospère. La terre qu'il avait promis de protéger deviendrait le cœur d'une région revitalisée. La vie continua, non sans défi, car le désert exigeait toujours son prix. Mais maintenant, il y avait une résilience différente dans le village, forgée dans la lutte et l'union. L'odeur de la pluie sur la terre sèche, rare et précieuse, était le parfum de la victoire. Le son de l'eau dans les futurs canaux serait la mélodie de l'espoir. Jean et Arthur construisirent une vie ensemble à l'apothicaire-rie, un refuge de calme et de guérison au cœur de cet ouest indomptable. Jean n'eut plus jamais à porter ses fardeaux seul. Arthur ne craignit plus jamais la paix. Ils virent là, terre commençait à changer, de petites pousses vertes apparaissant là où il n'y avait auparavant que de la poussière. Ils virent des enfants jouer près des nouveaux canaux d'irrigation. Ils virent la foi renaître dans les yeux des gens. Jean, l'homme aux cicatrices et au passé sombre, trouva la lumière qu'il cherchait dans les yeux doux de l'apothicaire et dans l'espoir qu'il avait lui-même aidé à planter. Le vieux magasinier céda finalement, voyant que le changement pouvait apporter une vie nouvelle. Billy devint un forgeron habile, et l'avenir avec la fille du banquier semblait plus prometteur. Madame Albright continua d'enseigner, ses leçons incluant maintenant non seulement la lecture et l'écriture, mais aussi la résilience, le courage et l'importance de l'eau. Par de rares nuits, Jean et Arthur s'asseyaient dehors de l'apothicaire-rie, observant les étoiles qui étaient plus brillantes dans le désert, sentant la brise fraîche qui soulageait la chaleur du jour. L'aigle de bois était sur une étagère, un rappel silencieux du voyage. Jean tenait la main d'Arthur,
sentant la peau douce contrastant avec la sienne, calleuse. Le silence entre eux n'était plus d'étrangeté ou de secret, mais de confort et d'amour. Il pensait à la promesse qui l'avait amené là, accomplie, et à la nouvelle promesse, implicite, qui le maintenait là, un serment à l'avenir. La foi en la vie, la lumière dans les yeux de celui qu'on aime, l'espoir qui fleurit même dans le sol le plus aride. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?